En fait, tout commence lorsque j'ai regardé l'épisode 9 de la saison 2 de la série Supernatural. Donc, dans cet épisode, les deux héros, Dean et Sam Winchester, enquêtent sur des disparitions inexpliquées dans une petite ville du Midwest américain. Alors qu'ils se promènent dans la rue, l'un des deux frères, Sam, remarque sur un poteau une inscription qui est à la fois le titre de cet épisode, mais aussi de cette conférence. Et donc, gravé sur le bois est écrit le mot Croatoan. Donc, Sam se met à expliquer l'origine de ce mot. Donc, Croatoan est lié à la légende de la colonie perdue de Roanoke, qui est une des premières colonies anglaises en Amérique. Elle est fondée en 1585 sur une île au large de la Caroline du Nord. En 1587, il naît la première anglaise sur le territoire américain. Et cette même année, le gouverneur de la colonie décide de retourner en Angleterre afin de demander l'envoi de plus de colons. À son retour, en 1590, tous les colons ont disparu du village et ils retrouvent inscrit sur une palissade donc, le mot Croatoan. Donc, les Croatoans sont aussi une tribu indienne qui vivait à côté. Ils ont dans un premier temps pensé qu'ils étaient partis les rejoindre, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'eux. Des recherches ont toujours lieu, donc des archéologues s'intéressent à la question, ainsi que des généticiens qui ont fait des recherches sur les populations avoisinantes, sans aucun résultat. Donc, Croatoan, la disparition de la colonie de Roanoke, est une sorte de point de départ de l'histoire des États-Unis. Une disparition qui laisse un espace libre afin de générer du récit. Et on peut se rendre compte qu'au cours de cette histoire, il y a différents espaces comme ça qui sont laissés. Donc, si on prend par exemple le triangle des Bermudes, qui se situe juste au large de la Floride, ici, qui s'étend jusqu'à Porto Rico, qui est associé aux États-Unis, jusque donc aux îles des Bermudes tout au nord. C'est un espace où de nombreux navires et avions ont disparu depuis le début du XIXe siècle, dont énormément faisaient partie de l'armée des États-Unis. Donc, il y a des archéologues qui sont intéressés à la question, qui ont fait des fouilles sous-marines. On a retrouvé des vestiges urbains, des réseaux routiers et même des pyramides. En regardant d'anciennes cartes géographiques, où certaines personnes ont tenté de placer l'Atlantide, on remarque qu'une partie de ce continent mythique se situe à peu près à l'emplacement du triangle des Bermudes. Donc, Roanoke n'est pas vraiment la première ville fantôme des États-Unis. On a l'Atlantide, mais on a aussi d'anciennes civilisations indiennes qui ont disparu, comme les Mount Builders sur la côte est des États-Unis, qui ont laissé d'énormes buttes funéraires, mais aussi la culture Anasazi dans le Grand Ouest américain, qui a laissé de nombreux vestiges urbains. Donc c'est une culture qui est peu connue, puisqu'elle a disparu aux environs du XVe siècle. On a découvert ces vestiges que vers le XIXe siècle. Ils étaient un peu cachés. Mais on sait par contre que certaines tribus indiennes de la région descendent directement des Anasazi. C'est le cas des Hopis. Donc les Hopis pratiquent un culte où interviennent les Kachinas, qui sont des esprits. Donc ces esprits seraient venus du ciel pour leur apporter des outils, dont certains qu'ils ne connaissaient pas. Puis ils sont repartis en leur promettant de revenir. Cette histoire d'individus venus
du ciel se retrouve dans d'autres légendes amérindiennes. La même chose se produit dans la nation Lakota, Dakota, Nakota, sur la côte est, où on trouve la légende de la femme bison blanc. Donc cette femme serait descendue du ciel pour apporter aux Indiens de cette région des rituels de paix, ainsi que le calumet de la paix, donc calumet sacré. Alors elle a demandé aussi de répandre ces enseignements à l'ensemble des peuples qui les entouraient. Puis elle est partie. Là encore, la légende veut qu'elle se soit transformée en bison blanc avant de partir. Donc, après son départ, de nombreuses prophéties ont été dictées. Donc, ces prophéties voulaient que les Blancs, le peuple blanc, arrive et détruise les Amérindiens, la terre aussi au passage, et que viendrait ensuite l'âge de la nation du bison. Donc cette nation du bison, ce serait une fusion de l'ensemble des peuples de la Terre, mais aussi c'est à entendre comme la venue de la nation des étoiles, qui viendrait afin de préparer les humains à un nouvel âge spirituel. Donc une prophétie dit que cet âge serait annoncé par la naissance d'un bison femelle blanc, ce qui est arrivé en 1995 dans le Wisconsin. Suite à ça, Floyd Hand, qui est un homme médecine des Lakota, écrit dans le magazine Spin américain: pour nous les Indiens, c'est comme le retour du Christ pour les Blancs. La prophétie est renforcée par de multiples naissances similaires. Et Harvard Looking Horse, qui est le gardien de la 19e génération du calumet sacré de la femme bison blanc, invite à une journée de paix le 21 juin 1996. Donc on a l'ensemble des chefs spirituels des différentes tribus indiennes qui vont se réunir dans le Wyoming, à la tour du diable. Et on a un individu, donc Standing Elk, qui est le gardien des Lakota de l'autel sacré de l'étoile à 6 branches, qui va faire ces déclarations. J'ai eu des rencontres physiques avec des êtres des étoiles, dont un de 2,30 m, dans une salle de vaisseau emplie de lumière et d'ordinateurs fonctionnant d'après la pensée. Jésus était un homme des étoiles. Les êtres des étoiles sont ici pour nous enseigner, pour déclencher une croissance spirituelle et pour nous préparer aux changements terrestres qui arrivent. Ils communiquent télépathiquement avec les Indiens. Les mêmes êtres des étoiles ayant visité les Sioux ont également visité les Hopis. Eux et les Indiens ont le même ADN. Les quelques extraterrestres renégats qui ont collaboré avec le Shadow Government terminent maintenant leur dernier méfait. Alors, c'est le genre de récit qui vient de fonder ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes, qui veut que les peuples anciens, donc les primitifs, aient été visités par des êtres venus des étoiles, qui seraient venus leur enseigner justement comment accéder à une évolution spirituelle supérieure. Dans le même ordre d'idées, Jésus, Bouddha et tous les autres sont aussi des êtres des étoiles. Donc, on peut par exemple s'intéresser à un mythe des Indiens Kayapos d'Amazonie qui parle d'un individu qui s'appelle Beb Kororoti. Donc, il est énoncé de la façon suivante. Un jour, Beb Kororoti, descendu des montagnes de Pukatoti, est arrivé au village. Il était vêtu d'un beau qui le dissimulait de la tête aux pieds. Dans la main, il tenait un cope, une arme tonnante. Les gens du village, effrayés, s'enfuirent dans la savane.
Les hommes protégeaient les femmes et les enfants, et certains combattirent l'intrus, mais sans succès, car leurs armes étaient trop faibles. Quand leurs armes touchaient le vêtement de Beb Kororoty, elles tombaient en poussière. Le guerrier venu du ciel se prit à rire de la faiblesse de ceux qui prétendaient le combattre. Pour leur montrer sa force, il leva son cope, désigna un arbre, puis un roc, et les pulvérisa tous deux, tour à tour. Tout le monde pensa alors que Beb Kororoty voulait montrer ainsi qu'il n'était pas venu pour faire la guerre. Les guerriers les plus valeureux de la tribu tentèrent de résister, mais pour finir, ils durent s'accommoder de la présence de Beb Kororoty, qui ne voulait de mal à personne. Grâce à sa beauté, à la blancheur éclatante de sa peau, à sa tendresse et à l'amour qu'il témoignait à tout le monde, il sut s'attirer petit à petit les faveurs des plus réticents. Tous devinrent avirs avec lui et trouver sa présence rassurante. Beb Kororoty était plus avisé que les autres, et c'est pourquoi il put leur apprendre des choses inconnues d'eux. Donc, on peut voir par exemple les Indiens Kayapos qui continuent de célébrer des rites en l'honneur de Beb Kororoty, donc ça donne à peu près ça. Donc il est facile de faire le rapprochement entre le beau, donc le costume de Beb Kororoty, et les combinaisons des cosmonautes contemporains. Donc, tous ces éléments viennent nourrir différentes disciplines, comme l'ufologie, qui est l'étude des ovnis, mais aussi la crypto-archéologie, qui est une discipline dont l'un des principaux avatars est Indiana Jones, que l'on voit ici. Donc, par exemple, Indiana Jones, dans sa dernière aventure, part à la recherche des crânes de cristal, qui sont des artefacts extraterrestres au nombre de 13, qui seraient des sortes de disques durs contenant l'ensemble des connaissances sur l'univers. Bon, c'est pas le seul objet qu'il est parti chercher lors de ses recherches. Ça fait beaucoup de recherches. Il a aussi été chercher le Saint Graal, entre autres, et l'Arche d'Alliance. Et c'est justement dans les aventuriers de l'Arche perdue, où à la fin du film, l'Arche d'Alliance est rangée dans un entrepôt, donc celui-ci. Et cet entrepôt est en fait l'entrepôt gouvernemental. Donc cet entrepôt sert aux dirigeants des États-Unis à cacher toutes sortes d'artefacts. On a une liste assez exhaustive, donc je vais vous lire un passage. Je vais boire un peu d'eau avant. Donc on y trouve l'Arche d'Alliance, 3 machines de guerre martiennes, un moteur qui fonctionne à l'eau du robinet, un tas de dispositifs de mouvement perpétuel, plusieurs clones d'Elvis en attente d'activation, la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells, les débris d'un ovni qui s'est écrasé au Nouveau-Mexique au début des années 50, des preuves de l'histoire vraie de l'assassinat de Kennedy, un morceau de charbon contenant une bougie, un morceau de grès contenant des empreintes humaines, un crâne de dinosaure percé par une balle, un dispositif pour transformer le plomb en or, une usine de petits prototypes de fusion nucléaire, Excalibur, l'acier dans lequel le T-1000 est tombé, le virus de la wildcard, des soucoupes volantes nazies, un jetpack, des chips de certains alliés inconnus recueillis lors des missions Apollo, une grande dalle noire recueillie par les liquets à eau duvet, Jimmy Hoffa, un Cloudbuster, machine à faire venir la pluie construite par William Reich, un détecteur de Henry, un œuf de dinosaure frais dans une caisse marquée Afrique, un morceau d'acier d'un alliage inhabituel qui porte l'étiquette 1907 Tunguska, une boîte remplie de manuscrits écrits en araméen, une étiquette sur la boîte dit Gnostic 2, l'animatronique Ronald Reagan Mark I, la Porsche 959 de Bill Gates, un ordinateur portable appartenant à Fermat contenant la réponse à son dernier théorème, un congélateur contenant le corps de Walt Disney, le Necronomicon, la 11e symphonie de Beethoven,
une cabine téléphonique avec une étrange antenne sur le dessus, le générateur de Improbability Infinite, le candidat démocrate à la présidentielle 1992, l'échec au test de Turing de HAL 9000, qui a obtenu 57%, le monolithe de la Lune, le monolithe de Jupiter, HAL 9000, Gary Gygax, le corps de Michael Smith Valentine, l'arbre de vie, la graine de l'arbre de la connaissance, 2,5 tonnes de l'or nazi récupéré à partir d'un puits de mine suisse en 1945, une boule d'argent de Starman, un livre intitulé Pour servir l'homme, le cerveau de JFK, le journal de Marilyn Monroe, le Saint Graal, les décors et les costumes qui ont été utilisés pour filmer l'alunissage d'Apollo, plusieurs Bigfoot, les os du monstre du Loch Ness, une caisse de gousse d'invasion of the Body Snatchers, le Hollandais volant, le corps d'Adolf Hitler, une machine à écrire avec commande vocale Gary Sevens, tous les livres de la bibliothèque d'Alexandrie, des documents d'authentification indéniables pour le Saint-Suaire de Turin, les plans originaux pour Colossus, une aiguille hypodermique contenant un sous-marin miniaturisé, des photos d'un satellite espion précisant l'emplacement de l'Arche de Noé, une machine fonctionnant à l'énergie d'orgone, un dispositif antigravité, des cartes complètes de la Terre creuse, des pièces extraites d'un bâtiment en pierre d'époque gréco-romaine trouvé dans le milieu de l'océan Atlantique, une caisse pleine de papier, disquettes et de plans pour la modification d'une DeLorean, plusieurs centaines de questions de Playboy confisquées à des militaires américains dans le golfe Persique, un bouclier circulaire d'environ 3 pieds de diamètre avec des anneaux concentriques rouges et blancs et une étoile dans le centre sur un champ bleu, une épée noire avec des inscriptions rouges mise au jour dans l'ouest canadien aux côtés d'un squelette humain, un cristal vert éclatant, environ 10 pouces de long et 2,5 cm de large aux extrémités coudées, découvert près du pôle Nord, des milliers de clés de voiture, la formule du Coca-Cola, les 6 épisodes perdus de Doctor Who, une paire de souliers de rubis rouge, la vraie raison pour laquelle la navette Challenger a explosé, les rapports d'autopsie de JFK, tout ce qui a été perdu dans le triangle des Bermudes, une poche de sable, un rubis rouge sur une chaîne et un étrange masque insecte. Divers vestiges archéologiques de Mu, de la Lémurie, de l'Atlantide, de Shangri-La et Xanadu. La copie britannique du traité nord-américain. Des cartes de grottes irlandaises où plusieurs vaisseaux avec des marques en gaélique sont conservés. Les instructions pour utiliser correctement les statues de l'île de Pâques. 2 plésiosaures vivants. Et la dernière invention d'Edison, le nécrophone, un dispositif permettant de parler avec les morts. Donc, ce thème du gouvernement, enfin de l'entrepôt gouvernemental, est repris dans la série télévisée Warehouse 13, enfin sortie en anglais, donc on y apprend qu'à chaque époque, un entrepôt secret existait et servait donc à stocker tous ces objets pour que personne ne les trouve probablement. Donc on y croise H.G. Wells, le célèbre écrivain, sauf qu'il se trouve que c'est une femme, excusez-moi. Il s'appelle en fait Helena G. Wells. Donc, elle est actuellement agent pour l'entrepôt 13, où est entreposée sa machine à voyager dans le temps. On apprend aussi qu'auparavant, elle travaillait à l'entrepôt 12, qui se trouvait au Royaume-Uni au début du XXe siècle. En 1893, elle rencontre Nikola Tesla à l'exposition universelle de Chicago. Donc, Nikola Tesla est en train de gagner en fait la guerre du courant face à Thomas Edison. À la suite de cette rencontre, il fabrique pour les agents de l'entrepôt ce pistolet, surnommé le Tesla, qui sert à assommer les adversaires grâce à un jet d'énergie. Donc Nikola Tesla, c'est quelqu'un d'assez important dans l'histoire américaine. On compte nombre de légendes sur lui. Il est né en Serbie. Il serait né un soir d'orage. Il aurait été touché par la foudre, ce qui lui donnerait des pouvoirs spéciaux, comme de pouvoir manipuler l'électricité.
On le retrouve aussi récemment dans la série Sanctuary, où il est un vampire devant dominer le monde. Enfin, voilà. Donc il construit deux grands laboratoires, l'un à Long Island, à New York, où on trouve une antenne de transmission d'énergie inachevée faute de budget, et l'autre à Colorado Springs, où il construit un transmetteur à ondes courtes, donc un outil de communication. C'est dans ce laboratoire qu'il prétend avoir reçu des communications interplanétaires. Et il relate tout ça dans le Collier's Weekly du 19 février 1901. Voici ce qu'il dit. « Je n'oublierai jamais les premières sensations que j'ai ressenties quand il m'a paru que j'avais observé quelque chose qui avait peut-être des conséquences incalculables pour l'humanité. Je me sentais comme si j'étais présent à la naissance d'un nouveau savoir ou à la révélation d'une grande vérité. Mais maintenant, parfois, je me souviens très bien de l'incident. Je vois mon appareil comme s'il était réellement devant moi. Mes premières observations me terrifiaient, car j'étais face à quelques phénomènes mystérieux, pour ne pas dire surnaturels. J'étais seul dans mon laboratoire, la nuit, mais à cette époque, l'idée que ces perturbations puissent être des signaux contrôlés par une intelligence ne s'était pas encore présentée à moi. Les changements que je notais avaient lieu régulièrement, et avec une telle organisation claire de nombres qu'ils ne sont pas liables à toute cause que je connais. Je connaissais bien sûr les perturbations électriques qui sont produites par le Soleil, les aurores boréales et le champ magnétique terrestre. Et j'étais sûr que ces variations n'étaient dues à aucune de ces causes. La nature de mes expériences excluait la possibilité des changements produits par les perturbations atmosphériques, comme cela était affirmé inconsidérément par certains. Quelque temps après, il me vint à l'esprit que les perturbations que j'avais observées pourraient être contrôlées par une intelligence. Bien que je ne pouvais pas déchiffrer leur sens, il était impossible pour moi de penser à eux comme ayant été tout à fait accidentels. Le sentiment augmente en moi que j'ai été le premier à entendre le message d'accueil d'une planète à l'autre. C'est avec cette conviction que j'ai annoncé à la Croix-Rouge, quand il m'a été demandé d'indiquer l'une des grandes réalisations possibles dans les 100 prochaines années, qu'il s'agirait sans doute de la confirmation et de l'interprétation de ces messages. Depuis mon retour à New York, des travaux urgents ont accaparé toute mon attention, mais je n'ai jamais cessé de penser à ces expériences et observations faites dans le Colorado. Je m'efforce constamment d'améliorer et de perfectionner mon appareil, et aussitôt que possible, je vais reprendre le fil de mes recherches à l'endroit où j'étais obligé de le laisser pour un temps. En fait, on ne sait pas trop s'il a continué ses recherches, mais l'un de ses apprentis, Arthur H. Matthews, qui a travaillé avec lui jusqu'à sa mort en 1943, construit en 1947 un Teslascope. Donc il prétend qu'il a été conçu par Nikola Tesla et qu'il est fait pour communiquer avec d'autres planètes. Donc il rentre lui-même en communication avec des Vénusiens qui viennent lui rendre visite sur Terre et qui lui apprennent que Nikola Tesla est né sur Vénus. Donc des extraterrestres qui viennent visiter notre planète, on a plusieurs exemples. Ici, on a la première photo d'OVNI qui date de 1870. Elle est prise dans le New Hampshire. Une autre au-dessus de New York en 1950. Et ici, nous sommes le 25 février 1942. Donc, c'est la guerre mondiale est déclarée. On est à Los Angeles. L'armée est mobilisée. En début de soirée, les unités antiaériennes détectent un objet volant non identifié. Donc, les projecteurs sont braqués dessus. Le feu est ouvert. Donc, les tirs dureront toute la nuit sans que rien ne soit touché. On ne sait pas trop ce que c'était. 5 ans plus tard, le 4 juillet 1947, se produit le crash de Roswell. Donc, le lieutenant Walker O, qui est le porte-parole du Roswell Army Airfield, annonce dans un communiqué de presse qu'un ovni s'est écrasé près d'un ranch. Le lendemain, le brigadier général Ramey de Fort Worth, où les débris de l'accident ont été ramenés par avion,
publie un rectificatif où il annonce que l'OVNI n'est qu'un ballon sonde météorologique. Donc, peut-être que ce n'est qu'un mensonge. L'armée américaine peut toujours continuer d'étudier les débris dans des endroits comme la zone 51. Donc, c'est une base secrète qui n'a aucune existence officielle, qui n'apparaît même pas sur les cartes. On y trouve de grands hangars qui pourraient cacher des appareils servant à expérimenter les technologies extraterrestres. Certains témoignages d'ingénieurs et de scientifiques ayant travaillé sur les lieux parlent de laboratoires cachés dans les montagnes alentours. Mais c'est aussi sur ces bases qu'on trouverait les Black Copters, donc les hélicoptères noirs en français. Donc ces hélicoptères en fait sont une alternative à la thèse OVNI, puisque ce seraient eux qui enlèveraient les gens et feraient les expérimentations. Autour de ça, on a une affaire qui débute dans les années 50, où du bétail, enfin, des animaux appartenant à des troupeaux sont souvent enlevés. Ils sont retrouvés à chaque fois énucléés. Ils ont subi une ablation de l'ensemble du système digestif, de la bouche à l'anus, ainsi que des organes génitaux. Donc plusieurs expertises vétérinaires témoignent que les outils chirurgicaux nécessaires à ces opérations n'existent pas encore. Mais bon, le FBI a lancé une enquête qui s'appelle Animal Cattle Mutilation, qui n'a donné aucun résultat. Il reste cependant que des humains sont aussi enlevés. Et ces humains, eux, attestent avoir vraiment été enlevés par des extraterrestres venus dans leurs ovnis. Alors, le premier cas avéré d'enlèvement extraterrestre, il a lieu le 19 septembre 1961, vers 22h, à côté de Lancaster. Le couple Hill, donc on a Betty et Barney Hill, ils sont en train de rentrer chez eux de leurs vacances au Canada. Ils sont sur la route et ils aperçoivent une sorte de lumière étrange dans le ciel. Donc ils profitent d'une halte afin d'observer cette lumière avec des jumelles. Donc ils aperçoivent un appareil de forme ovoïdale prolongé par deux ailes qui se terminent par des lumières rouges. Ils distinguent aussi des hublots. Lorsque l'appareil se rapproche d'eux, ils paniquent et reprennent la route. Alors ils sont dans leur voiture, et là, à deux reprises, un bip retentit, avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils ont parcouru 55 km, sans en garder le moins de souvenir. En arrivant chez eux, Barney Hill remarque des griffures sur le cuir de ses chaussures. Il a très mal au dos. Et la peinture de la carrosserie de leur voiture s'est décollée sous l'effet de la chaleur. Par la suite, Betty Hill va se mettre à faire des cauchemars récurrents où elle rêve qu'elle est poursuivie par des êtres difformes aux yeux de chat. Un an plus tard, ils entament des séances d'hypnose avec le docteur Benjamin Simon. Voici un compte-rendu de ces séances d'hypnose. Après l'observation de l'OVNI, Barney tenta d'échapper à ce dernier et s'engagea dans un chemin forestier où leur véhicule finit par caler. L'OVNI atterrit une 60aine de mètres de la voiture, et une dizaine de créatures de petite taille en descendirent et se dirigèrent vers le couple. Les créatures firent monter le couple dans l'OVNI, séparèrent Betty et Barney et leur firent subir ce que les Hill prirent pour une sorte d'examen médical. Betty prétendit avoir réussi à communiquer avec l'une des créatures, qui lui présenta ce qui ressemblait à une carte stellaire et lui demanda si elle était capable de situer la Terre sur cette carte. Comme elle répondit par la négative, la créature lui rétorqua que cela ne servait alors à rien qu'elle lui montre d'où elle venait. La créature accompagna Betty hors de l'OVNI, où elle retrouva Barney, déjà installé dans la voiture, et lui promit qu'elle allait tout oublier de cette expérience. Alors, par la suite, les Hill vont faire de nombreux dessins de l'OVNI, des créatures, mais aussi des cartes et des symboles qu'ils ont vus ce soir-là. Une concordance s'est trouvée entre les dessins de la carte stellaire de Betty et un modèle tridimensionnel des systèmes planétaires connus. Donc cette carte représenterait le système de réticule.
Certains scientifiques attestent de la sincérité du couple. C'est le cas de Joseph Allen Hynek. Il est astronome et ufologue. Il travaille pour l'armée américaine au sein du projet Blue Book. Il participe aussi à un réseau informel d'études des ovnis, le Collège Invisible, qu'on voit ici en réunion aux Nations Unies. Ils s'entretiennent plusieurs fois d'ailleurs avec le secrétaire général des Nations Unies. Mais toutes ces rencontres restent confidentielles. Donc il existe plusieurs groupes de recherche sur les ovnis, plus ou moins liés avec les institutions officielles. Donc on a les projets SIGN, Grudge et Blue Book de l'armée américaine, mais on a aussi le groupe Majestic 12, donc c'est un groupe secret qui regroupe des scientifiques, des chefs militaires et des chefs politiques, et qui a été créé en 1947 par le président Truman. Donc, tout ceci laisse penser que le gouvernement américain ne révèle pas tout ce qu'il sait sur ce sujet. Le 20 février 1954, Eisenhower se rend en hélicoptère à la base militaire de Muroc, en Californie. Là, il rencontre des extraterrestres qui ressemblent à des humains, mais difformes selon nos critères. Ils sont de taille et de corpulence moyenne et ils respirent sans aucune aide. Ces extraterrestres lui demandent d'entamer un programme éducatif pour l'ensemble de la population terrienne afin qu'elle s'habitue à leur présence. Eisenhower leur répondra que la population n'est pas encore prête pour ça. Une deuxième rencontre aura lieu à la base de Loman, au Nouveau-Mexique, et suite à ces rencontres qui sont filmées, un ovni est laissé par les visiteurs afin de pouvoir être étudié par les scientifiques terriens. Donc si on en croit tout ça, les extraterrestres sont là, et Howard Menger, ufologue américain, nous dit qu'ils infiltrent depuis longtemps notre société. Donc il existe différentes races humaines qui vivent dans des mondes parallèles, autour d'autres planètes et lunes, dans notre système solaire, mais aussi dans tout l'univers. Il raconte avoir été en orbite 10 jours autour de la Lune, le temps que son corps s'habitue au niveau moléculaire et atomique pour mettre les pieds sur une Lune habitable. Donc il éclaire ainsi les relations qui existent entre les extraterrestres et la population terrestre. Ce qui est différent aujourd'hui, et à partir des années 50, c'est que ce qui était autrefois une infiltration à visage découvert s'est transformé en clandestinité en raison de la résistance des militaires du monde entier, des élites économiques et des gouvernements. D'après ce que j'ai entendu, l'intention des extraterrestres humanoïdes de faire évoluer les choses sur Terre n'est pas faiblie. Mais les tactiques ont dû être modifiées afin de s'adapter à l'évolution des conditions externes. Il semble aussi qu'il y ait toujours un taux de roulement élevé parmi les extraterrestres eux-mêmes, parce que ceux qui ont été instruits sur Terre sont constamment remplacés par de nouvelles recrues. Je peux spéculer qu'il y ait deux raisons à cela. L'une étant le stress, et l'autre l'intérêt de plus en plus grand dans les affaires terrestres de la part de groupes ou d'individus d'origine extraterrestre. La seule fois où je suis qu'ils étaient réellement bouleversés en colère, c'est quand ils étaient eux-mêmes infiltrés par des terriens, et il semblerait qu'il y ait au moins une autre race extraterrestre qui leur cause à eux et à leurs contactés beaucoup de problèmes. Un ami m'a dit qu'une de ses connaissances, contactée elle aussi, a même reçu des vêtements pour son extraterrestre afin qu'ils puissent se promener ensemble chez Walmart pour pouvoir sentir et toucher les choses. Il est évident que de nombreux extraterrestres humanoïdes se retrouvent catapultés ici sans avoir eu aucune formation sur les affaires terriennes. Ce qui semble avoir changé, c'est que les extraterrestres favorisent maintenant les rôles et l'infiltration dans les classes sociales moins aisées, car si les gens parlaient, ils ne seraient pas pris au sérieux et ça ne risquerait pas de leur causer de graves problèmes de sécurité. Donc voilà, nous nous retrouvons à Kansas City en 2014. Croatoan a infiltré la planète entière. La présidente américaine, Sarah Palin, s'apprête à atomiser Washington. Et nous retrouvons Dean Winchester, un des héros de Supernatural, poursuivi dans les rues de la ville. Nous sommes dans l'épisode 4 de la saison 5
de Supernatural, intitulé The End.